Bonsoir à tous, vous suivez la dernière tranche d'information de la journée. Bienvenue au sommaire de l'actualité. BTS 2024, les résultats sont connus depuis ce vendredi 23 août. Le taux national de réussite est de 38,39% contre 40,97% en 2023, soit une régression de 2,58%. Au total, 20 338 candidats ont été déclarés admissibles à cet examen. Cette session 2024 a vu la participation de 55 321 candidats. Nous irons à Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa. La ville bénéficie d'un nouveau site d'enrôlement et de production in situ de cartes CMU. Ce centre a été inauguré récemment en présence des ministres en charge de la santé et de la protection sociale. Pierre Demba et Adama Kamara invitent les populations à se faire enrôler. Et dans l'actualité internationale, N'Djamena et Niamey sont sous les eaux. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les inondations font d'énormes dégâts. L'on enregistre des dizaines de morts pendant cette saison de pluie. Merci de votre attention. Les résultats d'admissibilité au BTS, brevet de technicien supérieur, sont connus depuis ce vendredi. Le taux national de réussite est de 38,39% contre 40,97% en 2023, soit une régression de 2,58%. Les détails avec Amid Yarasouba et Richard Vao. Les résultats du brevet de technicien supérieur BTS section 2024 enregistrent un taux national de réussite de 38,39% contre 40,97% l'année dernière. Sur 55 321 candidats inscrits, 52 983 étaient présents à l'examen, soit un taux de présence de 95,77%. 20 338 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 38,39% en 2024, contre 40,97% pour la session 2023, soit une régression de 2,58%. Ils étaient au total 55 321 candidats repartis dans 32 centres à composer du 22 au 2 août 2024 sur l'ensemble du territoire national. Ces candidats ont composé dans 2 spécialités, la filière industrielle et tertiaire. La répartition des admis par genre est la suivante. Filles, 10 815 admissibles sur 28 422 candidates présentes, soit un taux de réussite de 38,05%. Garçons, 9 523 admissibles sur 24 561 candidats présents, soit un taux de réussite de 38,77%. Ils disposent de 3 jours à compter du samedi 24 août pour introduire leur réclamation. Pour ce faire, les candidats devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net. Leurs réclamations devront se faire également sur le même site. La rentrée scolaire 2024-2025 approche à grands pas. Les inscriptions au préscolaire et au CP1, cours préparatoire première année, se dérouleront du 2 septembre au 6 septembre 2024 inclus. Nous vous proposons à présent un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, communiqué lu pour vous par Didier Nguesson. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l'année scolaire 2024-2025 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du lundi 2 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024 inclus de 7h30 à 16h30. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites, moyennes et grandes sections, 4 et 5 ans pour les centres préscolaires communautaires et les écoles ayant la moyenne et la grande section, 5 ans pour les classes uniques, de grande section ou classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires. Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans. La priorité est donnée aux enfants de 6 ans au 31 décembre 2024. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 pour une école publique sont sans frais et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un document de naissance.
Les parents des élèves recrutés sans extrait d'acte de naissance disposent d'un délai de 1 an pour le fournir à la direction de l'école. Et puisque la rentrée scolaire se signale, quel bilan dressé de l'opération Vacances sécurisées 9 à mi-parcours, 1182 personnes raflées, des fumoirs détruits, des quantités de drogue saisies. La quiétude refait surface dans les quartiers Anani et Soleil, dans la commune de Port-Boué. Des indices encourageants, selon le directeur général de la police. Plus d'explications avec Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Selon ce point fait par le chef du district de police de Port-Boué, 3509 agents de force de l'ordre ont été mobilisés pour l'opération Vacances sécurisées 9 dans cette commune. Un mois après, on note, au titre du bilan partiel, entre autres, 1182 personnes interpellées, dont 21 déférées. Moto saisie, 141, machette, 27, plaque banalisée, 102 que nous avons déposées à la préfecture de police. Concernant les véhicules au vide teinté, 21. Les fumoirs, nous avons détruit 44. À la suite des échanges, dans le cadre du fonctionnement du comité consultatif d'éthique, CCE, une satisfaction des populations se dégage. Ça a permis au quartier qui était réputé de manière dangereuse. Aujourd'hui, ce quartier est devenu un quartier où tout le monde cherche à habiter, un quartier où il y a la sécurité. Avant, on avait vraiment peur. Mais maintenant, on dit merci au gouvernement. Depuis l'ouverture du commissariat, on est en sécurité. Il n'y a pas d'agression. Pour le directeur général de la police nationale, l'objectif est quasiment atteint. Les maisons ici qui n'étaient pas encore terminées, chacun s'active à terminer la maison parce que le lieu est sécurisé. Ça, c'est un indice important pour nous. La sécurité est avant, pendant et après tout. Nous profitons de votre micro pour inviter la population de Port-Boué et au-delà de Port-Boué, de toute la Côte d'Ivoire. C'est leur police. Il faut qu'ils soient acteurs de leur propre sécurité, qu'ils nous donnent les informations qui vont à eux. Il faut que nous soyons vigilants. Nous restons vigilants. Des saisies effectuées sur le terrain au cours des différentes opérations de sécurisation, à savoir matériel de chicha, médicaments contrefaits, armes blanches, drogues, ont été présentées aux hautes autorités policières, puis incinérées publiquement. Rappelons que l'opération Vacances sécurisées 9 a été lancée le 24 juillet dernier à Port-Boué. Direction Agboville dans la région de l'Anébi-Tiassa. Un nouveau site d'enrôlement et de protection in situ de carte CMU a été inauguré récemment. Une occasion pour les ministres en charge de la santé et de la protection sociale d'inviter les populations de cette ville à se faire enrôler afin de bénéficier de soins de qualité et à des coûts abordables. Le compte rendu de Fred Oulaye est commenté par Godefroy Okambawa. La couverture maladie universelle se déploie sur l'ensemble du territoire national. Agboville, chef-lieu de la région de l'Anébi-Tiassa, dispose désormais d'un nouveau site d'enrôlement et de production de la 4 CMU. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en compagnie de son collègue Pierre Demba en charge de la santé, ont procédé à l'inauguration du nouveau centre. Doté d'un dispositif technologique de dernière génération, l'ouverture de ce centre est un soulagement pour les populations. Je viens de faire mon enrôlement de la 4 CMU. Et je viens de recevoir la carte à quelques minutes. Nous sommes très heureux. On remercie beaucoup Monsieur le ministre pour cette occasion. Outre la mise en service de ce centre, les ministres en charge de la mise en œuvre de la politique sanitaire du gouvernement et de la couverture maladie universelle s'imprègnent du parcours de soins du centre hospitalier régional de la ville et de la disponibilité des médicaments dans les officines. La solution est déployée dans toutes les régions et aujourd'hui, Agboville, chef-lieu de l'Anébi-Tiassa, bénéficie de cette solution innovante. Les cas peuvent être délivrés en moins de 10 minutes et c'est réel. Des gens qui attendaient leur carte depuis 1 an ont pu avoir leur carte immédiatement. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ces sites in situ viennent répondre aux défis liés à l'acquisition des cartes et l'accès aux soins. Nous devons poursuivre nos efforts pour que cet instrument de solidarité nationale puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Fin de citation. Cette déclaration du chef de l'État témoigne une fois de plus de sa ferme volonté de faire de la couverture maladie universelle l'assurance maladie de référence en matière de couverture du risque maladie
qui permettent à tous les résidents en Côte d'Ivoire d'avoir des soins de qualité en ne payant que 1 000 francs par mois. La couverture maladie connaît des innovations. Progressivement, la CMU gagne du terrain. 22 villes et communes du pays sont pourvues en centre d'enrôlement et de production de la 4CMU. La région du Poro diapason du développement, le président du conseil régional a procédé au lancement du programme prioritaire de développement des départements de Mbengue et Siné-Matiali. Les secteurs visés sont l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'agriculture. En ligne de mire, l'amélioration du quotidien des populations. Ami Sissoko nous en dit un peu plus. À l'instar des populations du département de Dikotougou, celles de Mbengue et Siné-Matiali ont aussi eu leur part de projets de développement. 46 projets chacun, dont les premiers coups de pioche sont donnés par le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, accompagné d'une forte délégation. Des travaux inclus dans le programme prioritaire de développement du conseil, au grand bonheur des populations. Merci pour votre leadership et votre détermination à faire progresser notre localité. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre engagement pour le développement de la région est la preuve de votre détermination à faire reculer la pauvreté et la misère dans toutes les contrées de notre beau département. Ces 46 projets dans le domaine de l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture et l'employabilité des jeunes sont le fruit d'une concertation avec la population. Pour Dikotougou, Mbengue et Siné-Matiali, ce sont au total 138 projets pour un coût de 3 360 millions de francs CFA à raison de 46 projets et 1 120 millions par département. Le programme prioritaire de développement d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA s'étend sur 2 ans. Il prévoit dans les 4 départements de la région la construction de 25 logements pour le personnel de santé et d'éducation, 50 cantines scolaires et 10 champs agricoles scolaires. Dans le secteur de l'hydraulique, nous avons programmé la réalisation de 5 châteaux d'eau et de 100 forages. Pour tous ces projets qui seront réalisés sur 2 ans, les entrepreneurs reçoivent ici leur notification d'attribution. Notons qu'en janvier dernier, le conseil régional du Poro a lancé 78 chantiers couvrant l'ensemble de la région pour une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA en vue de répondre aux besoins des populations. Prochaine étape, Korogo. Une note de culture dans ce journal. Le tam-tam sacré en attraction au festival Abada. Ce rendez-vous annuel prône et valorise les attraits culturels du peuple Bétibé, plus connu sous le nom des Otilé. Parmi les festivaliers, Eugène Akaouélé, président du conseil régional du Sud Comoé, venu célébrer la fin d'une année et le début d'une nouvelle chez ce peuple. Le reportage de Davis Oyo. Etioboué, siège du royaume Bétibé dans le département d'Adiaké, est en ébullition. L'abada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, sort du bois sacré. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, le porteur du siège des 5 grandes familles Bétibé et des 2 familles alliées, symbole de paix et de cohésion sociale. Les matrones représentent la fertilité et la vie suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam bicentenaire et du roi. Et enfin, tambourinés, chanteurs et la population ferment la marche. Cette procession, c'est aussi un combat entre l'univers cosmique et le monde visible pour conjurer le mauvais sort. Nous sommes à la 10e édition du festival Abada, une rencontre annuelle pour la valorisation de la culture du peuple Bétibé. En 10 ans, je pense que c'est la richesse d'abord de la cohésion. Nous avons bénéficié de la construction de certaines infrastructures. Nous avons le centre, par exemple, qui a été réhabilité. Nous avons la première école de Lima, par exemple, qui est en cours de réhabilitation. Le festival Abada est également l'un des rares moments de communion entre Sa Majesté Abakwaba Ngondi Agnon et son peuple. Moment de solidarité et de fraternité également. En témoigne la présence des têtes couronnées du Djouablin, des Adoulevés Soyé et des Éhivés de Beaunois. Abada Festival nous plonge dans l'identité des Bétibé
Identité qui fait à la fois son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. La mise en exergue de ces valeurs intrinsèques montre l'attachement du peuple bétibé à sa culture. Les rythmes du son du tam-tam bicentenaire et des pas de danse vigoureux exécutés par les initiés attirent l'attention de plus de 6000 curieux. Autre temps fort, la parade de la pirogue de génération du peuple bétibé, montrant leur aisance sur l'eau. L'Abada Festival apporte réconfort et puissance au peuple bétibé. Il est l'âme du peuple et représente le plus grand rassemblement des bétibés. Vive la culture ivoirienne. L'association Femmes de Valeurs de Cocody renforce son engagement dans la promotion du genre. Pour ces 10 ans, les membres de cette organisation dressent un bilan. C'était au cours d'une journée récréative. Le point avec Éric Gori. Renforcer les liens et promouvoir la jeune féminine dans toute sa diversité. C'est à cela que s'attelle cette dame, dont l'association est dénommée Femmes de Valeurs de Cocody. Après le travail intense, ces femmes se donnent un temps de repos, une pause pour festoyer et parler de leurs projets à court terme et à long terme, avec un accent particulier sur l'émancipation de la femme et le progrès dans leurs différentes activités. L'association Les Femmes de Valeurs de Cocody est composée de commerçantes, de vivrières, de fonctionnaires, de diplomates, de chefs d'entreprise, entre autres. Elle a pour parrain Éric Taba, chef du protocole du président de la République et vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui apporte tout son soutien à ces dames au nom du président de la République. Il a été lui aussi toujours notre soutien. Il nous donne des conseils, il nous conduit. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'au-delà de ma personne, c'est au président Ouattara qu'elle dise merci. Parce que tout ce que j'ai fait pendant 3 ans, tout ce que je continue de faire dans la commune et ailleurs, c'est grâce au président Ouattara. Et moi, je pense qu'elles ont dit à demi-mot. Mais c'est le président Ouattara qu'on magnifie. L'association Les Femmes de Valeurs de Cocody a pour présidente Mme Kanga Kone. Elle existe depuis plus d'une décennie. Ouvrons le chapitre politique. L'Union des femmes du RHDP se réorganise, en témoigne l'investiture de sa nouvelle présidente. Mananza Ouattara, officiellement investie jeudi dernier à Abidjan, au siège du parti. L'événement a été présidé par Arlette Badou, première responsable de l'UF-RHDP. Annelle de Crisa. C'est dans l'allégresse que Mananza Ouattara a officiellement pris fonction à la tête de la section Cocody de l'Union des femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP. Après son investiture, la nouvelle présidente s'est engagée à œuvrer pour faire de toutes les femmes de Cocody des électrices du RHDP aux prochaines élections. Je veux investir dans toute la commune de Cocody, aller dans les coins et recoins, implanter le RHDP dans la solidarité, l'amour et la cohésion. Et j'invite toutes les femmes de Cocody à aller se faire enrôler sur le militant. Venue présider cette cérémonie, la présidente nationale de l'UFRHDP a laissé des consignes. Le mot d'ordre que nous sommes venus donner aux femmes, c'est d'investir le terrain. Investir le terrain pour que la révision de la liste électorale au niveau du RHDP soit un succès. Parce que de ce succès, nous aurons la victoire aux élections présidentielles de 2025. Avec les engagements pris, Mananza Ouattara s'inscrit dans la dynamique du coordonnateur régional principal, Éric Taba, celle de faire de Cocody un bastion du RHDP. Un commentaire de Mama Traoré. Le renouveau démocratique, Parti socialiste et de l'opposition sensibilise pour une identité maîtrisée. Au cours d'une conférence de presse, son président a fait remarquer les conséquences de la construction de l'identité nationale mal maîtrisée. Le premier responsable de ce parti avertit aussi sur l'instrumentalisation de la question de la nationalité à des fins électorales. Le point avec Souleymane Doni Songou. La Moussa Djinko face à la presse. Le président du Renouveau démocratique se prononce sur la question du traitement de la nationalité. Les leaders politiques proposent des solutions afin d'éviter d'éventuelles crises identitaires à l'approche des échéances électorales à venir. Nous, au Renouveau démocratique, cherchons la paix, la fraternité. Nous cherchons la cohésion sociale, sans laquelle ce pays ne peut pas se développer. Nous cherchons une nouvelle Côte d'Ivoire où nous sommes tous fils d'un seul pays. Travaillons dans la
fraternité pour le développement du pays, quelles que soient nos origines, nos religions, nos bords politiques. La solution au renouveau démocratique, nous allons au premier plan avoir sur la table le dossier de la nationalité. Numéro 2, il y aura une concertation nationale avec les chefs religieux, l'organisation des rois, la société civile, les partis politiques, pour qu'on trouve ensemble une solution définitive. Numéro 3, il nous faut un code pénal très fort sur la question de la nationalité. Numéro 4, le renouveau démocratique va revisiter les dossiers de tous ceux qui sont qui ont été ivoiriens, mais qui ont été naturalisés sous les 5 présidents qui se sont succédés. Convaincu de la construction d'une nation où il fait bon vivre, la Moussa Djinko compte multiplier ce type de rencontres. Et pour refermer ce chapitre politique, sachez que la Fondation internationale pour la paix et l'unité a animé récemment une conférence de presse. Il ressort de cette rencontre l'engagement de cette ONG à prôner la paix et favoriser un environnement pacifié à l'approche des élections 2025. Sidonie Davila. À l'approche des élections de 2025, l'ONG internationale IPUF, fondée aux États-Unis par l'Ivoirienne Jeannette Louedic, s'engage à promouvoir une culture de paix. Les élections sont régulièrement émaillées de contestations et de violences multiples qui se sont souvent transformées en belligérance. C'est donc face à cette recrudescence de ces crises que notre organisation a eu l'honneur d'oser. Nous avons osé monter un projet que nous avons appelé « Je crée ma paix ». L'objectif de notre ONG, c'est de créer un environnement politique, sociétal, tout paisible à l'orée de l'élection présidentielle de 2025. Dans son programme, la présidente de l'ONG, avec son équipe, prévoit de mener une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Nous n'écarterons pas d'évoquer les listes électorales. Nous comptons évoquer également le découpage électoral. Nous souhaitons que tous les hommes et toutes les femmes politiques, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, créent chacun leur paix interne et externe. L'un des objectifs prioritaires de cette initiative est de toucher les leaders politiques en particulier en vue de les exhorter à adopter des comportements et des discours responsables. C'est une institution à la Sotra, les mariages collectifs. Cette année, 129 agents ont décidé d'officialiser leur union, une initiative de la Direction générale de la Société des transports abidjanais. Objectif, permettre au personnel désireux de se marier de franchir cette étape sans débourser de grands moyens. Espérance Kisoki, Didier Nguessan. 129 agents entrent dans les liens du mariage au cours d'une cérémonie spéciale organisée par la Société des transports abidjanais, SOTRA. Cette célébration est la 22e du genre dans la société. Pour ce qui est du mariage collectif, c'est à l'espérance d'une situation difficile que nous avons institué au sein de la SOTRA le mariage collectif pour protéger les épouses et les enfants. Les mariés exprimant leur plein engagement rivalisent sur les surnoms amoureux à l'endroit de leur conjoint. Un grand remerciement au DG de la SOTRA qui nous a permis d'être réunis ce jour. C'est un moment de fierté, de joie et de mettre toute la famille en sécurité. Joie est grande et je remercie la SOTRA qui a initié ce programme pour rendre la vie des familles encore plus heureuse et plus épanouie. La SOTRA, pionnière des mariages collectifs en entreprise, comptabilise à ce jour 1388 unions. Heureux ménage aux nouveaux mariés. Le 19 août est célébré partout dans le monde la journée mondiale de la photographie. En Côte d'Ivoire, l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle, a abrité les festivités de cette célébration. Le thème retenu, la photographie est un art, à l'initiative l'association Lumière sur Image. Le reportage de Serge Pacom Didi est commenté par Souleymane Doni Songou. La photographie célébrée à l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. C'est là, à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, axée autour du thème « La photographie est un art ».
Une initiative de l'association Lumière sur Image pour davantage valoriser, promouvoir le métier de la photographie en Côte d'Ivoire et aider les photographes amateurs et débutants à la pratique du métier. Nous avons ces dernières années réussi à valoriser la photographie et à montrer que la photographie c'est un art. Alors il était important qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour le signifier. Plusieurs activités pour marquer cette journée, une masterclass, des expositions photos et des remises des prix à 10 personnalités de la photographie à travers le concours Le Double Clic. C'est une très belle initiative par cette journée, récompenser les photographes. J'espère que nous aurons beaucoup d'inspiration et que nous continuons de promouvoir la culture ivoirienne et la photographie africaine. Je dédie ce prix à tous les aspirants, tous les apprenants et tous les professionnels et tous ceux qui désirent s'intéresser à ce métier de photographe. L'importance de la formation au métier de la photographie, la reconnaissance du métier sont également au menu de cette célébration. La formation importante, oui, je dirais, elle est indispensable. Depuis 1990 à 2024, le nombre de photographes s'est multiplié par 10. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de maîtriser aussi la déontologie et l'éthique du photographe professionnel. Au vu de tout ce qu'il y a ici, là, on est dans un espace d'exposition, il y a un travail colossal qui est fait par les jeunes. Et la relève, elle est là, elle est assurée. Elle est assurée. Moi, s'il faut leur dire quelque chose, donner un avis, c'est d'ouvrir son regard au plus grand angle possible. La photographie est une invention introduite dans la société et dans les habitudes humaines et qui immortalise des moments et événements marquants. Dans l'actualité internationale, N'Djamena et Niamey sont sous les eaux. Le fleuve Niger est sorti de son lit. Les inondations au Niger font des dizaines de morts pendant la saison des pluies. Et pour ne rien arranger, de fortes pluies continuent de faire des dégâts. Scénario identique dans les capitales tchadiennes où la montée des eaux fait également de nombreux sinistrés et des dizaines de morts. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que 8 personnes, parmi lesquelles un enfant, avaient été tuées ce vendredi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban. 3 d'entre elles étant des combattants du mouvement islamique Hezbollah. Selon le ministère, l'armée israélienne a de son côté déclaré que ses avions avaient éliminé des membres d'une cellule terroriste. Celle-ci prévoyait de tirer des projectiles depuis la région de Tahrir Arfa. Nous vous le disions en titre, les résultats d'admissibilité au brevet de techniciens supérieurs sont connus depuis ce vendredi. Le taux national de réussite est de 38,39% contre 40,97% en 2023, soit une régression de 2,58%. Au total, 20 338 candidats ont été déclarés admissibles à cet examen. Nous vous proposons à nouveau le communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation relatif aux inscriptions au préscolaire et au CP1, cours préparatoires première année. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des parents d'élèves que les inscriptions au préscolaire et au CP1 au titre de l'année scolaire 2024-2025 se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du lundi 2 septembre 2024 au vendredi 6 septembre 2024, inclus de 7h30 à 16h30. Les inscriptions au préscolaire concernent les enfants âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites, moyennes et grandes sections, 4 et 5 ans pour les centres préscolaires communautaires et les écoles ayant la moyenne et la grande section, 5 ans pour les classes uniques, de grandes sections ou classes de pré-primaire rattachées aux écoles primaires. Pour le CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 6 à 9 ans. La priorité est donnée aux enfants de 6 ans au 31 décembre 2024. Les inscriptions au préscolaire et au CP1 pour une école publique sont sans frais et se font sur présentation ou non d'un extrait d'acte de naissance ou d'un document de naissance. Les parents des élèves recrutés sans extrait d'acte de naissance disposent d'un délai de 1 an pour le fournir à la direction de l'école. Ce communiqué lu pour vous par Didier Nguessan boucle cette édition. Merci de toujours vous informer sur la chaîne qui rassemble. Bon week-end à tous.